Aujourd'hui, nous explorons un ouvrage puissant et intemporel. La clé maîtresse de la richesse de Napoléon Hill. À travers ce livre, Hill dépasse la simple notion d'argent pour révéler une vision plus vaste et plus profonde de la richesse. Une richesse qui englobe la santé, la paix intérieure, les relations, la foi, la discipline et l'équilibre de vie. Sur la chaîne Les Rares Livres, nous ne lisons pas seulement des ouvrages, nous en extrayons l'essence pour comprendre les principes qui transforment réellement une existence. Préparez-vous à redéfinir votre conception du succès et à découvrir ce que signifie être véritablement riche. Introduction. Depuis des siècles, la richesse est presque systématiquement associée à l'argent. La société moderne a renforcé cette idée en mesurant la réussite à travers les revenus, les possessions et le statut social. Celui qui accumule des biens est perçu comme prospère. Celui qui n'en a pas est considéré comme en retard. Pourtant, cette définition est incomplète, parfois même dangereusement réductrice. En limitant la richesse à sa dimension financière, la majorité oublie que l'être humain est un système complexe, composé d'émotions, de relations, de santé, de convictions et de paix intérieure. Pourquoi la plupart des individus réduisent-ils la richesse à l'argent? Parce que l'argent est visible, mesurable et comparatif. Il offre un indicateur simple dans un monde complexe. Mais ce qui est visible n'est pas toujours ce qui est essentiel. Derrière des fortunes impressionnantes se cachent parfois des existences déséquilibrées, marquées par le stress, la solitude, l'anxiété ou le vide intérieur. C'est ici que naît l'illusion du succès matériel, croire que l'accumulation suffit à garantir l'épanouissement. Or, l'histoire regorge d'exemples de personnes financièrement riches mais émotionnellement appauvries. La pauvreté invisible chez les riches est une réalité rarement évoquée. Elle se manifeste par l'absence de paix intérieure, par des relations brisées, par une santé négligée ou par une perte de sens. Lorsque l'argent devient l'unique objectif, il finit par déséquilibrer les autres dimensions de la vie. On peut posséder beaucoup et manquer de l'essentiel. Cette contradiction révèle que la richesse véritable ne peut se limiter à un compte bancaire. C'est précisément ce que Napoléon Hill cherche à corriger à travers sa vision élargie de la prospérité. Pour lui, la richesse est un état global, un équilibre harmonieux entre plusieurs formes de succès. Elle inclut la santé physique, la stabilité émotionnelle, des relations sincères, la liberté de la peur, la foi en soi et une paix intérieure durable. L'argent est une composante, mais jamais la totalité. Le succès, selon cette perspective, n'est pas une accumulation, mais une harmonie. Il ne s'agit pas d'atteindre un sommet isolé, mais de construire une vie cohérente où chaque dimension soutient les autres. Cette vision repose sur une loi universelle de cause à effet. Nos pensées, nos attitudes et nos actions façonnent les résultats que nous obtenons. La richesse commence donc à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. L'idée centrale est claire, la richesse est multidimensionnelle. Elle ne se résume pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on devient. Comprendre cette vérité transforme profondément notre manière de définir le succès et d'orienter nos efforts. Chapitre 1. Une attitude mentale positive. Parmi toutes les formes de richesse évoquées par Napoléon Hill, l'attitude mentale positive constitue la fondation invisible sur laquelle reposent toutes les autres. Elle n'est pas un simple optimisme naïf ni une négation des difficultés, mais une orientation consciente de la pensée vers la possibilité, la solution et la croissance. Tout commence dans l'esprit. Avant qu'une richesse matérielle ne se manifeste, avant qu'une relation ne s'épanouisse ou qu'une santé robuste ne soit maintenue, il existe une disposition intérieure qui façonne les perceptions et guide les décisions. La pensée est le point de départ de toute création humaine. Chaque action découle d'une idée, chaque résultat est précédé d'une croyance,
Chaque réussite prend racine dans une vision mentale. Comprendre cela transforme radicalement la manière dont on aborde la prospérité. Si la pensée est à l'origine de toute construction, alors la qualité de cette pensée détermine la qualité des résultats. Une attitude mentale négative agit comme un filtre qui déforme la réalité. Elle amplifie les obstacles, minimise les opportunités et nourrit le doute. À l'inverse, une attitude mentale positive permet de percevoir les difficultés comme temporaires et les échecs comme des apprentissages. Elle ne supprime pas les défis, mais elle modifie la manière de les interpréter. Cette différence d'interprétation influence directement la persévérance, la créativité et la capacité d'adaptation. L'esprit humain fonctionne comme un terrain fertile. Les pensées répétées deviennent des croyances et les croyances orientent les comportements. Lorsqu'une personne entretient constamment des pensées de limitation, elle finit par agir en accord avec ses limites. Elle évite les risques, hésite à saisir les occasions et se conforme à une vision réduite de son potentiel. En revanche, lorsque l'esprit est nourri par des pensées constructives, il développe une confiance progressive qui encourage l'initiative et la détermination. L'attitude mentale positive devient alors une force motrice silencieuse. Le subconscient joue un rôle déterminant dans ce processus. Il agit comme un réservoir où s'accumulent les impressions, les émotions et les répétitions mentales. Contrairement à l'esprit conscient qui analyse et raisonne, le subconscient accepte sans critique les informations répétées avec intensité. Ce mécanisme explique pourquoi les affirmations, les visualisations et les habitudes de pensée influencent profondément le comportement. Lorsque l'on répète intérieurement des idées de réussite, de capacité et de confiance, le subconscient les intègre progressivement comme des vérités. Ces vérités intérieures façonnent ensuite les réactions spontanées et les choix quotidiens. Cependant, le subconscient ne distingue pas le positif du négatif. Il enregistre simplement ce qui est répété avec conviction. C'est pourquoi une attitude mentale négative peut s'enraciner si elle n'est pas consciemment corrigée. Les peurs, les doutes et les expériences passées peuvent s'installer durablement et conditionner les réactions futures. Napoleon Hill insiste sur la nécessité de surveiller activement ses pensées, car laisser l'esprit dériver sans direction équivaut à abandonner le contrôle de sa propre trajectoire. La richesse commence par une discipline intérieure. L'environnement mental constitue un autre facteur essentiel. De la même manière qu'un environnement physique influence la santé du corps, l'environnement mental influence la santé de l'esprit. Les conversations, les lectures, les médias consommés et les personnes fréquentées participent à la formation des croyances. Un individu entouré de pessimisme et de critiques constantes risque d'absorber ces attitudes sans même s'en rendre compte. À l'inverse, un environnement nourri par l'encouragement, l'ambition constructive et la coopération stimule la croissance personnelle. Il ne s'agit pas de s'isoler des réalités difficiles, mais de choisir consciemment les influences dominantes. L'esprit humain est sensible à la répétition. Les idées entendues fréquemment finissent par sembler normales, puis vraies. Ainsi, sélectionner un environnement mental enrichissant devient un acte stratégique. Lire des ouvrages inspirants, échanger avec des personnes orientées vers la solution et limiter l'exposition aux discours toxiques sont des décisions qui renforcent progressivement l'attitude mentale positive. La pensée constructive ne nie pas l'existence des problèmes. Elle refuse simplement de s'y enfermer. Lorsqu'un obstacle surgit, l'esprit positif cherche immédiatement une alternative, une leçon ou une opportunité cachée. Cette capacité à transformer l'adversité en apprentissage est l'un des traits distinctifs des individus prospères. Ils ne sont pas exempts d'échecs, mais ils interprètent l'échec différemment. Là où certains voient une preuve d'incompétence, ils perçoivent un ajustement nécessaire. Cette perspective nourrit la résilience. L'attitude mentale positive influence également les relations.
Les pensées que l'on entretient à propos des autres déterminent la qualité des interactions. Une personne qui s'attend à la trahison ou à la déception adoptera inconsciemment une posture défensive. À l'inverse, celui qui cultive la confiance et la coopération favorise un climat d'ouverture. Cette dynamique relationnelle a un impact direct sur les opportunités professionnelles et personnelles. Les alliances se construisent plus facilement autour d'une énergie constructive que dans un climat de suspicion. Il est important de comprendre que l'attitude mentale positive n'est pas une émotion constante de joie, elle est une décision répétée. Certains jours seront marqués par la fatigue, le doute ou la frustration. La différence réside dans la capacité à ne pas laisser ces états temporaires définir l'identité ou l'avenir. La discipline mentale consiste à reconnaître l'émotion sans s'y identifier entièrement. Elle permet de revenir consciemment à une orientation constructive. Cette maîtrise intérieure exige un entraînement. De la même manière que le corps se renforce par l'exercice régulier, l'esprit se fortifie par la pratique de pensée dirigée. Les techniques telles que la visualisation d'objectifs, l'autosuggestion positive et la gratitude quotidienne ne sont pas des rituels superficiels, mais des outils destinés à reprogrammer progressivement le subconscient. En répétant des images de réussite et des affirmations cohérentes avec ses aspirations, l'individu conditionne son esprit à rechercher activement des solutions. L'attitude mentale positive agit également comme un filtre sélectif. L'esprit humain est exposé à une quantité immense d'informations chaque jour. Il ne peut tout traiter simultanément. Les croyances dominantes déterminent donc ce qui attire l'attention. Une personne convaincue que les opportunités existent sera plus attentive aux occasions favorables. Celle qui croit que tout est bloqué remarquera principalement les obstacles. Cette sélection inconsciente influence les décisions et par conséquent les résultats. La prospérité durable exige donc une vigilance constante à l'égard des pensées. Il ne s'agit pas de contrôler chaque idée spontanée, mais de choisir celle que l'on nourrit. Une pensée négative passagère n'est pas dangereuse en soi. C'est la répétition et l'acceptation passive qui la transforment en croyance limitante. En interrompant consciemment les schémas destructeurs et en les remplaçant par des perspectives constructives, on modifie progressivement la structure intérieure. Une attitude mentale positive influence également la perception du temps. Elle encourage la patience et la persévérance. Plutôt que d'exiger des résultats immédiats, elle comprend que la croissance est un processus. Cette compréhension réduit l'anxiété et renforce la constance. La confiance dans le processus permet de continuer à agir même lorsque les résultats visibles tardent à apparaître. Enfin, cette richesse mentale crée une cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Lorsque les pensées, les paroles et les actions s'alignent autour d'une vision constructive, l'énergie personnelle devient plus stable. Les décisions sont prises avec clarté. Les relations se développent sur une base saine et les objectifs sont poursuivis avec détermination. L'attitude mentale positive n'est pas un simple état d'esprit passager, mais une stratégie de vie. Cette première richesse conditionne toutes les autres. Sans elle, la santé peut être négligée, les relations fragilisées et la sécurité financière compromise par le doute ou la peur. Avec elle, chaque défi devient une occasion de progression et chaque expérience une source d'apprentissage. L'esprit est le point d'origine de toute richesse. Cultiver une attitude mentale positive revient à poser la première pierre d'une prospérité équilibrée et durable. Chapitre 2. Une bonne santé physique. Parmi les 12 richesses décrites par Napoléon Hill, la santé physique occupe une place fondamentale. Elle est souvent sous-estimée tant qu'elle est présente et dramatiquement valorisée lorsqu'elle commence à manquer. Pourtant, aucune ambition, aucun projet, aucune fortune ne peut être pleinement appréciée ni durablement construite sans un corps capable de soutenir l'effort.
La santé n'est pas simplement l'absence de maladie. Elle est un état d'énergie, de vitalité et de fonctionnement harmonieux qui permet à l'individu d'exprimer son potentiel. Elle constitue un capital invisible mais essentiel, un socle sur lequel reposent toutes les autres formes de richesse. La discipline personnelle est au cœur de cette richesse. Le corps humain répond aux habitudes plus qu'aux intentions. Beaucoup souhaitent être en bonne santé, mais peu acceptent la constance nécessaire pour y parvenir. La discipline n'est pas une contrainte imposée de l'extérieur, elle est une décision intérieure répétée. Elle se manifeste dans les choix alimentaires, dans la régularité du sommeil, dans l'engagement envers l'activité physique et dans la modération des excès. Chaque décision quotidienne semble minime isolément, mais leur accumulation façonne l'état général du corps. Le manque de discipline crée un déséquilibre progressif. L'organisme tolère pendant un temps les abus, mais finit par en révéler les conséquences. À l'inverse, une discipline constante produit des bénéfices cumulatifs. L'énergie augmente, la concentration s'améliore, la résistance au stress se renforce. Cette constance exige une vision à long terme. Les résultats d'un mode de vie sain ne sont pas toujours immédiats, mais ils s'installent durablement. La discipline devient alors une forme de respect envers soi-même, une reconnaissance de la valeur de son propre potentiel. L'énergie est le véritable capital vital. L'argent peut être accumulé et les relations peuvent être développées, mais sans énergie, tout devient plus difficile. L'énergie physique influence directement la qualité de la pensée, la stabilité émotionnelle et la capacité de décision. Une personne épuisée aura tendance à adopter des solutions rapides et souvent inefficaces. À l'inverse, une personne énergique aborde les défis avec clarté et créativité. Cette énergie ne dépend pas uniquement de l'âge, mais surtout du mode de vie. La vitalité agit comme un multiplicateur. Deux individus dotés des mêmes compétences et des mêmes opportunités n'obtiendront pas nécessairement les mêmes résultats si leur niveau d'énergie diffère. Celui qui possède une réserve physique solide pourra maintenir son effort plus longtemps, persévérer dans les moments exigeants et récupérer plus rapidement après un échec. L'endurance devient alors un avantage stratégique. Le corps et l'esprit sont profondément interconnectés. Cette vérité, souvent reconnue mais insuffisamment appliquée, constitue l'un des piliers de la richesse globale. Les pensées influencent la physiologie, tout comme l'état physique influence la qualité des pensées. Le stress prolongé peut affaiblir le système immunitaire, perturber le sommeil et altérer la digestion. Inversement, un corps affaibli peut accentuer l'irritabilité, la confusion mentale et le pessimisme. Cette interaction constante montre que la santé ne peut être compartimentée. Cultiver une bonne santé physique implique donc une gestion consciente du stress. Les pressions professionnelles, familiales et sociales sont inévitables, mais leur impact dépend de la manière dont elles sont intégrées. Des pratiques telles que la respiration consciente, la méditation ou simplement des moments réguliers de repos permettent de rééquilibrer le système nerveux. Ces pratiques ne sont pas des luxes, mais des nécessités dans un monde exigeant. Elles contribuent à préserver l'énergie mentale et à soutenir la clarté de jugement. L'alimentation joue également un rôle central. Le corps est construit et entretenu par ce qu'il reçoit. Une alimentation déséquilibrée affecte non seulement le poids, mais aussi la concentration, l'humeur et la capacité de récupération. Manger devient alors un acte stratégique. Il ne s'agit pas d'adopter des régimes extrêmes, mais de privilégier des choix cohérents avec l'objectif de vitalité. La modération et la qualité priment sur l'excès et l'impulsivité. Le mouvement est un autre pilier incontournable. Le corps est conçu pour l'activité. La sédentarité prolongée entraîne un ralentissement des fonctions vitales et une diminution de l'énergie. L'exercice régulier, même modéré,
stimule la circulation, renforce les muscles et améliore la production d'endorphines, ces hormones associées au bien-être. L'activité physique devient alors un outil de stabilité émotionnelle autant qu'un moyen de maintien physique. La qualité du sommeil ne peut être négligée. Le repos est le moment où le corps se régénère et où l'esprit consolide les apprentissages. Un sommeil insuffisant altère la mémoire, réduit la capacité de concentration et affaiblit le système immunitaire. Respecter ces cycles naturels est une forme de sagesse souvent ignorée dans une culture valorisant la suractivité. Pourtant, la performance durable repose sur l'équilibre entre action et récupération. La santé physique influence également l'image de soi. Se sentir fort et énergique nourrit la confiance intérieure. Cette confiance se reflète dans la posture, dans la communication et dans la manière d'interagir avec les autres. L'état du corps devient un langage silencieux qui exprime discipline et respect de soi. Cette perception influence subtilement les relations professionnelles et personnelles. La responsabilité personnelle est essentielle. Il est tentant d'attribuer ces problèmes de santé à des facteurs extérieurs, mais la majorité des déséquilibres modernes trouvent leur origine dans des habitudes quotidiennes. Reconnaître sa responsabilité ne signifie pas s'accuser, mais reprendre le contrôle. Chaque décision consciente renforce l'autonomie et la capacité d'influence sur sa propre condition. Une bonne santé physique favorise également la longévité des projets. Les ambitions importantes nécessitent du temps. Sans endurance, il devient difficile de maintenir l'effort sur plusieurs années. La santé agit comme une assurance invisible, permettant de poursuivre une vision à long terme. Elle soutient la persévérance et protège contre l'épuisement prématuré. L'équilibre entre travail et repos est un élément déterminant. Une activité excessive sans récupération conduit à l'usure, tandis qu'un repos excessif affaiblit la motivation. Trouver cet équilibre exige une observation attentive de ses propres limites. Cette écoute du corps est un signe de maturité. Elle évite les excès et favorise une progression stable. La santé physique est également liée à la qualité des relations. Une personne énergique et stable est plus disponible émotionnellement. Elle gère mieux les conflits et maintient une attitude constructive. Le bien-être corporel soutient donc indirectement la richesse relationnelle. Enfin, considérer la santé comme une richesse modifie la hiérarchie des priorités. Elle cesse d'être une préoccupation secondaire pour devenir un investissement stratégique. Chaque effort consenti aujourd'hui se traduit par une capacité accrue demain. Cette perspective transforme les habitudes en choix conscients orientés vers la durabilité. En définitive, une bonne santé physique n'est pas un objectif isolé, mais une condition essentielle à l'épanouissement global. Elle soutient la clarté mentale, stabilise les émotions et multiplie l'efficacité. La discipline personnelle construit l'énergie, et l'énergie nourrit toutes les autres formes de richesse. Comprendre l'interconnexion du corps et de l'esprit permet d'adopter une approche harmonieuse, où la vitalité devient le moteur d'une prospérité durable. Chapitre 3. L'harmonie dans les relations. Parmi les 12 richesses définies par Napoléon Hill, l'harmonie dans les relations occupe une place stratégique et profondément humaine. Aucun individu ne construit une réussite durable en isolement. Derrière chaque accomplissement significatif se trouvent des interactions, des collaborations, des soutiens visibles ou invisibles. L'être humain est fondamentalement social et sa prospérité dépend largement de la qualité des liens qu'il entretient. L'harmonie relationnelle n'est pas l'absence de désaccord, mais la capacité à créer un climat de respect, de coopération et de compréhension mutuelle. Elle constitue une richesse parce qu'elle multiplie les forces individuelles et réduit les résistances inutiles. La différence entre coopération et compétition est centrale dans cette réflexion. La compétition peut stimuler l'effort et encourager l'excellence lorsqu'elle est saine, mais lorsqu'elle devient excessive,
Elle fragmente les relations et installe la méfiance. Dans un environnement dominé par la rivalité, chacun protège ses intérêts, dissimule ses idées et agit par crainte de perdre sa position. L'énergie collective se disperse dans des conflits subtils ou ouverts. À l'inverse, la coopération canalise les talents vers un objectif commun. Elle repose sur la conviction que le succès des uns peut renforcer le succès des autres. Cette vision transforme la dynamique d'un groupe. La coopération exige une maturité émotionnelle. Elle suppose la capacité à reconnaître la valeur des autres sans se sentir diminué. Elle demande d'accepter que l'intelligence et le talent ne soient pas des ressources limitées, mais expansibles lorsqu'ils sont partagés. Cette mentalité favorise un climat où chacun ose contribuer pleinement. Les idées circulent plus librement, les erreurs deviennent des opportunités d'apprentissage collectif et la confiance s'installe progressivement. Napoléon Hill a formalisé cette idée à travers le principe du mastermind. Ce concept repose sur l'alliance harmonieuse de deux esprits ou plus dans la poursuite d'un objectif défini. Lorsque des individus s'unissent dans un esprit de coopération authentique, une énergie nouvelle émerge. Cette énergie n'est pas simplement la somme des intelligences individuelles, elle crée une dynamique supplémentaire, une synergie qui dépasse les capacités isolées. Le mastermind fonctionne comme un catalyseur de créativité et de résolution de problèmes. Dans un groupe harmonieux, chaque membre apporte ses compétences, son expérience et sa perspective unique. Les points de vue différents ne sont pas perçus comme des menaces, mais comme des enrichissements. Cette diversité intellectuelle élargit le champ des solutions possibles. Les obstacles complexes trouvent plus facilement des réponses lorsqu'ils sont examinés sous plusieurs angles. Le principe du mastermind montre que la véritable puissance réside dans l'union structurée et respectueuse des esprits. Cependant, cette harmonie ne se produit pas automatiquement. Elle nécessite des règles implicites ou explicites fondées sur la confiance et l'intégrité. Sans ces fondations, les alliances se fragilisent rapidement. La confiance se construit par la cohérence entre les paroles et les actes, par la fiabilité dans les engagements et par la transparence dans les intentions. Elle se détruit par la manipulation, l'égoïsme ou le manque de respect. Une fois compromise, elle demande un effort considérable pour être restaurée. Le pouvoir des alliances dépasse le simple cadre professionnel. Dans la vie personnelle, des relations harmonieuses soutiennent l'équilibre émotionnel. Elles offrent un espace d'encouragement et de compréhension. Une personne entourée d'alliés sincères affronte les difficultés avec davantage de sérénité. L'isolement, au contraire, amplifie les doutes et fragilise la motivation. Les alliances deviennent ainsi des sources de stabilité intérieure autant que des leviers d'action extérieure. La qualité d'une alliance dépend également de l'intention qui la motive. Lorsqu'elle est fondée uniquement sur l'intérêt immédiat, elle reste fragile. Si les bénéfices diminuent, la relation se dissout. En revanche, lorsqu'elle repose sur des valeurs communes et un respect mutuel, elle acquiert une profondeur durable. Cette solidité permet de traverser les périodes de tension sans rupture définitive. L'harmonie relationnelle implique aussi l'écoute active. Comprendre véritablement l'autre exige plus que l'attente de son tour pour parler. Cela demande une attention sincère aux besoins, aux motivations et aux émotions de l'interlocuteur. L'écoute réduit les malentendus et désamorce de nombreux conflits potentiels. Elle crée un sentiment de reconnaissance qui renforce l'engagement mutuel. La gestion des conflits fait partie intégrante de l'harmonie. Éviter systématiquement les désaccords peut sembler pacifique, mais cela accumule souvent des tensions latentes. Aborder les divergences avec respect et ouverture permet de clarifier les attentes et de renforcer la relation. La maturité consiste à séparer la critique d'une idée de l'attaque d'une personne. Cette distinction protège la dignité individuelle tout en favorisant l'amélioration collective.
Les alliances stratégiques multiplient également les opportunités. Une personne isolée dépend uniquement de ses propres ressources. En s'associant avec d'autres, elle accède à des réseaux, à des compétences complémentaires et à des perspectives nouvelles. Cette interconnexion élargit le champ d'action et accélère la progression vers les objectifs. La richesse relationnelle devient ainsi un levier d'expansion. Il est essentiel de choisir ses alliances avec discernement. Toutes les relations ne favorisent pas la croissance. Certaines peuvent drainer l'énergie, encourager le pessimisme ou freiner l'ambition. L'harmonie ne signifie pas maintenir toutes les connexions, mais privilégier celles qui soutiennent les valeurs et la vision personnelle. Cette sélection consciente protège l'équilibre intérieur. La loyauté constitue un autre pilier des relations harmonieuses. Elle ne se limite pas à la fidélité formelle, mais inclut la défense des partenaires en leur absence et le respect des engagements pris. La loyauté nourrit un climat de sécurité psychologique où chacun se sent soutenu. Cette sécurité favorise la créativité et la prise d'initiative. L'humilité joue également un rôle déterminant. Reconnaître que l'on ne possède pas toutes les réponses ouvre la porte à la collaboration. L'arrogance ferme les échanges et crée des barrières. L'humilité, au contraire, invite à la complémentarité. Elle permet d'apprendre des autres et d'améliorer continuellement ses propres capacités. L'harmonie relationnelle n'est pas statique. Elle évolue au rythme des expériences partagées. Les succès communs renforcent la cohésion, tandis que les difficultés testent la solidité du lien. Traverser ensemble des épreuves renforce souvent la confiance mutuelle à condition que la communication reste ouverte et respectueuse. Le principe du mastermind révèle finalement une vérité profonde. La richesse collective dépasse la richesse individuelle. Lorsqu'un groupe fonctionne dans l'harmonie, il génère une énergie créatrice qui bénéficie à chacun de ses membres. Cette dynamique transforme les ambitions personnelles en projets partagés et renforce la motivation. L'harmonie dans les relations est une richesse stratégique et humaine. Elle exige coopération plutôt que rivalité excessive, confiance plutôt que suspicion, écoute plutôt qu'imposition. Elle repose sur des alliances conscientes et respectueuses qui multiplient les capacités individuelles. En cultivant des relations équilibrées et authentiques, l'individu accède à une force supérieure à la somme de ses efforts isolés. Cette richesse relationnelle devient alors un pilier essentiel de toute prospérité durable. Chapitre 4. La liberté de la peur. La liberté de la peur constitue l'une des richesses les plus déterminantes dans la construction d'une vie prospère et équilibrée. Napoleon Hill considérait que la peur est l'ennemi invisible du succès, celui qui agit silencieusement dans l'esprit et sabote les ambitions avant même qu'elles ne prennent forme. La peur ne se manifeste pas toujours par une panique évidente. Elle s'infiltre souvent sous la forme du doute, de l'hésitation, de la procrastination ou de l'excuse rationnelle. Elle limite les décisions, réduit l'audace et étouffe la créativité. Être libre de la peur ne signifie pas ne jamais ressentir d'appréhension, mais développer la capacité de ne pas laisser cette émotion gouverner ses choix. Il identifie 6 peurs fondamentales qui influencent profondément le comportement humain. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de la perte de l'amour, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Ces peurs agissent comme des forces psychologiques puissantes. Elles conditionnent les réactions, influencent les décisions financières, affectent les relations et orientent les priorités de vie. Souvent, l'individu n'est même pas conscient de leur présence, mais elles façonnent subtilement son existence. La peur de la pauvreté est peut-être la plus paralysante. Elle pousse certains à l'inaction par crainte d'échouer financièrement. Le peut aussi conduire à des choix excessivement prudents, empêchant la prise de risques nécessaires à la croissance. Paradoxalement, cette peur peut également provoquer des comportements impulsifs, motivés par l'angoisse de manquer. Dans les deux cas,
elle altère le jugement. Une personne dominée par cette crainte agit rarement avec clarté et stratégie. La peur de la critique freine l'expression personnelle. Beaucoup renoncent à leurs idées par anticipation du jugement d'autrui. Cette crainte limite l'innovation et empêche l'émergence du potentiel. La société exerce une pression constante, parfois implicite, sur la conformité. Celui qui craint le regard des autres choisit souvent la sécurité sociale plutôt que l'authenticité. Pourtant, l'histoire montre que les avancées majeures ont été réalisées par des individus prêts à affronter l'opinion dominante. La peur de la maladie peut devenir une obsession qui épuise l'énergie mentale. Si une prudence raisonnable favorise la santé, l'inquiétude excessive fragilise l'équilibre émotionnel. L'esprit influence le corps plus qu'on ne l'imagine. Une anxiété persistante peut affaiblir la vitalité et créer un cercle vicieux. La liberté réside dans la responsabilité consciente. Adopter des habitudes saines sans sombrer dans l'angoisse permanente. La peur de la perte de l'amour influence profondément les relations. Elle peut générer jalousie, possessivité ou dépendance émotionnelle. Ces comportements, motivés par l'insécurité, finissent souvent par fragiliser le lien que l'on cherche à protéger. La confiance en soi et la stabilité intérieure constituent des antidotes puissants à cette peur. Lorsque l'on se sent complet en soi-même, on ne cherche plus à contrôler l'autre par crainte de l'abandon. La peur de la vieillesse s'enracine dans l'idée que la valeur diminue avec le temps. Cette perception peut limiter l'ambition ou créer une anxiété liée au passage des années. Pourtant, l'expérience accumulée représente une richesse incomparable. La maturité apporte souvent discernement et sagesse. Transformer la vision de la vieillesse en opportunité d'approfondissement plutôt qu'en déclin change radicalement l'attitude face au temps. La peur de la mort, enfin, touche à l'essence même de l'existence. Elle peut engendrer une angoisse diffuse, ou au contraire, inciter à donner un sens plus profond à la vie. Lorsque cette peur domine, elle peut paralyser l'initiative. Lorsqu'elle est acceptée comme une réalité universelle, elle peut devenir un moteur d'intensité et de gratitude. Ces 6 peurs fondamentales ont un point commun. Elles naissent dans l'esprit. Elles se développent à partir de croyances, d'expériences passées et d'influences culturelles. Comprendre leur origine est la première étape vers la libération. La peur prospère dans l'ignorance et l'imagination négative. Elle diminue lorsque la connaissance et la préparation prennent sa place. La peur bloque la prospérité parce qu'elle réduit la capacité d'action. Elle encourage la procrastination, ce report constant des décisions importantes. Elle favorise l'autosabotage, où l'individu crée inconsciemment des obstacles pour éviter le risque. Elle affaiblit également la confiance en soi, indispensable à toute réussite durable. Un esprit dominé par la peur doute de ses capacités et interprète les difficultés comme des confirmations de son insuffisance. La prospérité, au contraire, exige clarté, détermination et audace mesurée. Elle implique la capacité de saisir des opportunités malgré l'incertitude. Aucun projet significatif ne se développe sans une part d'inconnu. Celui qui attend une sécurité absolue avant d'agir reste immobilisé. La liberté de la peur permet d'accepter l'incertitude comme composante naturelle du progrès. Le courage apparaît alors comme une richesse en soi. Il ne s'agit pas d'absence de peur, mais de décision consciente d'avancer malgré elle. Le courage transforme l'énergie de la peur en mouvement constructif. Il exige discipline mentale et engagement envers une vision plus grande que l'inconfort immédiat. Chaque acte courageux renforce la confiance et affaiblit progressivement l'emprise des craintes. Développer cette liberté demande un travail intérieur constant. La maîtrise des pensées joue un rôle central. Remplacer les scénarios catastrophiques par des visualisations positives modifie la perception des risques. L'analyse rationnelle des situations,
réduit l'exagération émotionnelle. L'action progressive, même modeste, diminue la peur en créant des preuves concrètes de compétence. L'entourage influence également la relation à la peur. Un environnement pessimiste amplifie les inquiétudes, tandis qu'un cercle encourageant stimule l'audace. Les idées et les émotions circulent. S'entourer de personnes confiantes et constructives renforce la stabilité intérieure. La liberté de la peur transforme la qualité des décisions. Elle permet d'agir par choix et non par réaction. Elle favorise l'initiative plutôt que la défense. Elle ouvre l'espace à la créativité et à l'innovation. Un esprit libéré de l'angoisse constante peut se concentrer sur la vision à long terme, au lieu de se disperser dans des scénarios hypothétiques. Cette richesse intérieure influence toutes les autres. Une attitude mentale positive devient plus solide lorsque la peur ne domine pas. La santé bénéficie d'un esprit apaisé. Les relations s'améliorent lorsque la méfiance et l'insécurité diminuent. Même la prospérité financière se renforce lorsque les décisions sont guidées par la stratégie plutôt que par la panique. La liberté de la peur représente donc une condition essentielle de la réussite multidimensionnelle. Elle n'est pas un état permanent acquis une fois pour toutes, mais un processus continu de vigilance et de croissance personnelle. Chaque défi offre l'occasion de renforcer cette indépendance intérieure. En définitive, la peur ne disparaît jamais totalement, mais elle peut perdre son pouvoir directeur. En reconnaissant les 6 peurs fondamentales, en comprenant leur influence et en cultivant le courage, l'individu transforme une faiblesse potentielle en source de force. Cette transformation ouvre la voie à une prospérité authentique, fondée sur la confiance, la clarté et la liberté intérieure. Chapitre 5. L'espérance d'accomplissement futur. L'espérance d'accomplissement futur est une richesse intérieure qui dépasse largement l'optimisme superficiel. Elle représente une orientation profonde de l'esprit vers un avenir porteur de sens, de croissance et de réalisation. Napoléon Hill considérait que toute réussite commence par une vision claire et persistante de ce que l'on désire devenir ou accomplir. Sans cette projection consciente vers l'avenir, l'existence tend à se limiter à la répétition du présent. L'espérance agit comme une force directionnelle. Elle structure les pensées, influence les décisions et soutient l'endurance dans les périodes d'incertitude. La vision à long terme constitue la base de cette richesse. Une personne qui vit uniquement dans l'immédiateté réagit aux circonstances sans véritable orientation. À l'inverse, celui qui développe une vision claire de son futur donne une cohérence à ses actions quotidiennes. La vision n'est pas une simple rêverie. Elle est une représentation mentale précise d'un état désiré. Elle définit une destination. Lorsque l'esprit possède une destination, il commence naturellement à organiser les moyens pour s'en approcher. Cette projection consciente influence le subconscient. Les pensées répétées façonnent progressivement les croyances et les comportements. Une vision entretenue avec constance devient un aimant intérieur. Elle attire l'attention vers les opportunités cohérentes avec l'objectif fixé. Elle filtre les distractions inutiles. Elle transforme les difficultés en étapes nécessaires plutôt qu'en obstacles définitifs. La vision à long terme exige patience et persévérance. Dans une culture dominée par la gratification immédiate, maintenir un cap sur plusieurs années constitue un acte de discipline. Les résultats significatifs demandent du temps. L'espérance d'accomplissement futur nourrit cette patience. Elle rappelle que chaque effort, même discret, contribue à une construction plus vaste. Sans cette perspective, l'individu se décourage face au retard ou aux échecs temporaires. Le désir brûlant joue un rôle central dans ce processus. Il insistait sur l'importance d'un désir intense et défini. Un simple souhait reste fragile. Il se dissipe face aux premières difficultés.
Le désir brûlant, en revanche, mobilise l'énergie émotionnelle. Il crée une tension constructive entre la situation actuelle et l'objectif visé. Cette tension alimente l'action. Elle pousse à chercher des solutions, à apprendre de nouvelles compétences et à dépasser les limites perçues. Le désir devient brûlant lorsqu'il est lié à une signification profonde. Lorsque l'objectif reflète des valeurs essentielles, il acquiert une puissance durable. Il ne dépend plus uniquement de l'enthousiasme momentané. Il s'enracine dans l'identité même de la personne. Cette intensité intérieure renforce la résilience. Les obstacles ne sont plus des raisons d'abandon, mais des défis à surmonter. Cependant, le désir sans direction peut se disperser. Il doit être accompagné d'une planification réfléchie. L'espérance d'accomplissement futur ne se limite pas à l'émotion. Elle inclut la stratégie. Une vision claire doit se traduire en objectifs concrets, en étapes mesurables et en actions régulières. Cette structuration transforme le rêve en projet réalisable. Elle réduit l'incertitude et augmente la confiance. La foi active constitue le troisième pilier de cette richesse. La foi, dans la perspective de Hill, n'est pas une croyance passive. Elle est une conviction soutenue par l'action. Elle implique la certitude intérieure que l'objectif est atteignable, même lorsque les preuves extérieures ne sont pas encore visibles. Cette conviction alimente la persévérance. Elle maintient l'engagement lorsque les résultats tardent à apparaître. La foi active se développe par la répétition consciente de pensées constructives. Les affirmations, la visualisation et la concentration régulière sur l'objectif renforcent la confiance. Le subconscient, nourri par ces images positives, influence progressivement les comportements. L'individu agit avec davantage d'assurance. Il prend des initiatives qu'il aurait évitées auparavant. La combinaison de la vision, du désir brûlant et de la foi active crée une dynamique puissante. La vision donne la direction, le désir fournit l'énergie et la foi soutient la continuité. Ensemble, ils forment un moteur intérieur capable de traverser les périodes de doute. Cette dynamique influence également l'entourage. Une personne animée par une espérance forte inspire confiance et crédibilité. Son engagement attire la collaboration et le soutien. L'espérance d'accomplissement futur transforme la perception du temps. Au lieu de voir le présent comme une fin en soi, il devient un terrain de préparation. Chaque journée représente une opportunité d'avancer vers la vision définie. Les échecs temporaires sont recontextualisés. Ils deviennent des expériences d'apprentissage plutôt que des verdicts définitifs. Cette perspective réduit l'impact émotionnel des revers. La clarté de la vision influence également la prise de décision. Face à plusieurs options, l'individu peut évaluer leur cohérence avec son objectif à long terme. Cette cohérence simplifie les choix et réduit l'indécision. Elle renforce la discipline en orientant les priorités. Les activités qui ne contribuent pas à la vision perdent naturellement leur attrait. Le désir brûlant exige néanmoins un équilibre. S'il devient obsessionnel au point de négliger la santé ou les relations, il peut fragiliser d'autres richesses fondamentales. L'espérance authentique inclut l'harmonie globale. Elle cherche une réalisation complète plutôt qu'un succès isolé. Cette intégration protège contre l'épuisement et favorise une prospérité durable. La foi active n'ignore pas les réalités pratiques. Elle ne consiste pas à nier les difficultés, mais à croire en la capacité de les surmonter. Elle encourage l'apprentissage continu et l'adaptation stratégique. Elle incite à rechercher des conseils, à développer des compétences et à ajuster les plans lorsque nécessaire. Cette flexibilité renforce la solidité de la vision. L'environnement joue un rôle déterminant dans le maintien de l'espérance. Un entourage pessimiste peut éroder progressivement la confiance. À l'inverse, des relations encourageantes renforcent la conviction.
Les échanges constructifs stimulent la créativité et offrent des perspectives nouvelles. L'alignement avec des personnes partageant des aspirations similaires consolide la détermination. L'espérance d'accomplissement futur influence également l'état émotionnel quotidien. Elle apporte une motivation stable. Elle donne un sens aux efforts répétitifs. Elle transforme les tâches ordinaires en contributions significatives. Cette signification nourrit la satisfaction intérieure. Même en l'absence de résultats immédiats, le sentiment de progresser vers un objectif maintient l'enthousiasme. La discipline mentale reste essentielle. Les pensées négatives peuvent affaiblir la vision si elles ne sont pas contrôlées. La vigilance intérieure permet de remplacer le doute excessif par des affirmations constructives. Cette pratique régulière renforce la stabilité émotionnelle et protège l'élan initial. En définitive, l'espérance d'accomplissement futur constitue une richesse dynamique. Elle combine la clarté de la vision, l'intensité du désir et la solidité de la foi active. Elle structure l'énergie personnelle et oriente les décisions vers un avenir cohérent avec les aspirations profondes. Elle transforme le temps en allié et les obstacles en étapes d'apprentissage. Cette richesse intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, elle réside dans la capacité à maintenir une orientation confiante et persévérante vers la réalisation d'un idéal choisi. Chapitre 6. La capacité de foi. La capacité de foi constitue l'une des forces les plus puissantes et les plus sous-estimées dans la construction d'une vie prospère. Napoléon Hill considérait la foi non pas comme une simple notion religieuse, mais comme un état mental dynamique capable d'influencer profondément les résultats concrets. Elle représente une conviction intérieure suffisamment forte pour orienter les pensées, les émotions et les actions vers un objectif précis. Sans cette capacité, les ambitions restent fragiles, exposées aux doutes et aux circonstances extérieures. Avec elle, l'individu développe une stabilité psychologique qui lui permet de persévérer malgré les obstacles. La croyance en soi constitue le fondement de cette capacité. Une personne qui doute constamment de sa valeur ou de ses compétences limite inconsciemment son potentiel. Les décisions deviennent hésitantes, les initiatives rares et les risques évités. À l'inverse, la confiance en ses capacités renforce l'audace et favorise l'action. Cette croyance ne signifie pas ignorer ses faiblesses, mais reconnaître sa capacité à apprendre, à s'adapter et à progresser. Elle repose sur l'idée que l'on peut évoluer au-delà de son état actuel. La croyance en soi se construit progressivement. Elle s'appuie sur les expériences passées, sur les réussites accumulées, mais aussi sur la manière dont l'individu interprète ses échecs. Une personne qui considère un revers comme une preuve d'incapacité fragilise sa confiance. Celle qui l'interprète comme une leçon renforce sa résilience. La capacité de foi implique donc une interprétation constructive des événements. Elle transforme l'expérience en outil de croissance plutôt qu'en jugement définitif. L'environnement influence fortement cette croyance. Les paroles répétées, qu'elles soient encourageantes ou critiques, finissent par façonner l'image que l'on a de soi. Il devient essentiel de sélectionner consciemment les influences qui nourrissent la confiance. Les relations positives, les lectures inspirantes et les expériences formatrices contribuent à renforcer cette base intérieure. L'autosuggestion représente un mécanisme central dans le développement de la foi. Hill expliquait que le subconscient agit comme un sol fertile recevant les pensées répétées. Les affirmations constantes, qu'elles soient positives ou négatives, finissent par s'enraciner. L'autosuggestion consiste à diriger volontairement ce processus. En répétant des pensées constructives, en visualisant des réussites et en affirmant ses capacités, l'individu programme progressivement son esprit vers la réussite. Ce processus ne relève pas d'une simple illusion mentale,
Les neurosciences modernes confirment que la répétition de certaines pensées renforce des circuits neuronaux spécifiques. En entretenant des images positives, l'esprit devient plus réceptif aux opportunités cohérentes avec ses représentations. L'autosuggestion modifie l'état émotionnel et influence les comportements. Une personne qui se répète qu'elle est capable agit différemment de celle qui nourrit des doutes constants. Cependant, l'autosuggestion exige cohérence et constance. Une affirmation répétée mécaniquement sans conviction profonde produit peu d'effet. Elle doit être accompagnée d'émotions et d'engagement. La visualisation claire des objectifs, associée à un sentiment d'assurance, renforce l'impact sur le subconscient. Cette pratique quotidienne crée progressivement un état mental favorable à l'action. La persévérance complète ce trio fondamental. La foi authentique se mesure dans la durée. Il est facile d'afficher une confiance initiale lorsque tout semble favorable. La véritable capacité de foi se révèle face aux difficultés. Elle se manifeste dans la continuité de l'effort lorsque les résultats tardent à apparaître. La persévérance transforme la conviction en preuve tangible. Chaque objectif significatif rencontre des résistances. Les obstacles testent la solidité de la croyance. Sans persévérance, la foi reste théorique. Avec elle, elle devient une force concrète capable de surmonter les épreuves. La persévérance implique discipline, patience et engagement envers une vision à long terme. Elle exige de maintenir le cap malgré les fluctuations émotionnelles. La capacité de foi influence également la manière dont on perçoit l'incertitude. L'avenir comporte toujours une part d'inconnu. Une personne dominée par le doute voit dans cette incertitude une menace. Celle qui possède une foi solide y perçoit une possibilité. Cette différence de perception modifie radicalement l'attitude face aux opportunités. La foi agit comme un stabilisateur intérieur. Elle réduit l'impact des critiques et des opinions négatives. Elle protège contre la peur excessive et favorise la prise d'initiative. Cette stabilité intérieure renforce la cohérence entre les pensées et les actions. Lorsque l'individu croit profondément en son objectif, ses décisions deviennent plus alignées et plus déterminées. La discipline mentale reste essentielle pour entretenir cette capacité. Les pensées négatives peuvent affaiblir la conviction si elles ne sont pas contrôlées. La vigilance intérieure consiste à identifier ces pensées et à les remplacer par des affirmations plus constructives. Cette pratique régulière consolide la foi et prévient l'érosion progressive de la confiance. La capacité de foi influence également les relations. Une personne confiante inspire davantage de crédibilité. Les autres perçoivent la solidité de sa conviction et sont plus enclins à collaborer. La foi devient alors contagieuse. Elle élève l'énergie collective et stimule la motivation du groupe. Il est important de distinguer la foi de l'illusion. La foi authentique s'accompagne d'actions concrètes et d'apprentissage continu. Elle n'ignore pas les réalités pratiques, mais les intègre dans une stratégie cohérente. Elle ne repose pas sur une attente passive, mais sur un engagement actif. Cette combinaison renforce la crédibilité de la vision poursuivie. La persévérance, quant à elle, s'alimente de petites victoires successives. Chaque étape franchie renforce la confiance. Ces progrès accumulés consolident la conviction et rendent l'abandon moins probable. La constance quotidienne, même modeste, construit une force cumulative. La capacité de foi transforme l'échec en transition plutôt qu'en conclusion. Elle maintient la perspective à long terme. Elle rappelle que les revers font partie du processus d'apprentissage. Cette attitude réduit la frustration et favorise l'adaptation stratégique. En définitive, la capacité de foi représente une richesse intérieure essentielle. Elle unit la croyance en soi, l'autosuggestion consciente et la persévérance disciplinée. Elle oriente l'esprit vers des possibilités plutôt que vers des limites. Elle renforce la stabilité émotionnelle et soutient l'action continue.
Cette force invisible, cultivée avec constance, devient un levier puissant pour transformer les aspirations en réalisations concrètes et durables. Chapitre 7. La volonté de partager. La volonté de partager constitue une richesse souvent mal comprise dans une société qui valorise fortement l'accumulation individuelle. Pourtant, Napoleon Hill affirmait que la prospérité durable repose sur un principe fondamental, donner avant de recevoir. Cette idée ne relève pas d'un idéal naïf, mais d'une loi psychologique et sociale profonde. Toute réussite véritable implique un échange. L'individu qui cherche uniquement à prendre finit par s'isoler, tandis que celui qui choisit de contribuer crée un réseau de relations, de confiance et d'opportunités qui soutient sa croissance. La volonté de partager devient alors un levier stratégique autant qu'une valeur morale. Donner avant de recevoir signifie adopter une attitude proactive envers le service. Cela implique d'offrir de la valeur sans attendre une récompense immédiate. Cette posture exige maturité et confiance, car elle suppose de croire que l'effort investi finira par produire un retour. Dans un environnement compétitif, cette approche peut sembler risquée. Pourtant, elle crée un avantage distinctif. Celui qui apporte une contribution sincère se distingue naturellement. Sa réputation se construit sur la générosité et la fiabilité. Le partage ne se limite pas aux ressources matérielles. Il englobe le temps, l'attention, les connaissances, les compétences et l'encouragement. Une simple orientation donnée à une personne en difficulté peut transformer son parcours. Une expertise partagée peut accélérer la réussite d'un projet collectif. Chaque acte de contribution renforce le tissu relationnel. Cette dynamique favorise la coopération et ouvre des perspectives nouvelles. La loi de compensation illustre le principe selon lequel toute contribution sincère génère un retour proportionnel, parfois inattendu. Cette loi ne fonctionne pas toujours de manière immédiate ou visible, mais elle agit dans la durée. Une personne qui offre constamment de la valeur développe un capital invisible fait de confiance et de reconnaissance. Ce capital devient un atout puissant lorsque des opportunités se présentent. Les autres sont plus enclins à soutenir celui qui a déjà démontré son engagement envers le bien commun. La compensation ne doit pas être confondue avec une transaction calculée. Si le don est motivé uniquement par l'attente d'un gain, il perd sa force authentique. La volonté de partager exige une intention sincère. Elle repose sur la conviction que l'abondance se multiplie lorsqu'elle circule. Cette perspective transforme la relation à la richesse. Au lieu de voir les ressources comme limitées, l'individu comprend qu'elles peuvent croître par l'échange. Le service rendu constitue l'expression concrète de cette philosophie. Dans le monde professionnel, la valeur d'un individu se mesure souvent à sa capacité à résoudre des problèmes et à améliorer la situation des autres. Celui qui se concentre sur le service développe une compréhension fine des besoins environnants. Cette attention lui permet d'innover et d'anticiper les attentes. Son succès devient la conséquence naturelle de sa contribution. Le service authentique renforce également le sentiment de sens. Lorsque les actions sont orientées vers l'utilité collective, le travail dépasse la simple recherche de profit. Il devient une mission. Cette dimension motive profondément et soutient la persévérance. Les défis prennent une signification différente lorsqu'ils sont liés à un objectif plus large que l'intérêt personnel immédiat. La volonté de partager développe des qualités intérieures essentielles. Elle cultive l'empathie, car comprendre les besoins des autres est indispensable pour leur apporter une aide pertinente. Elle renforce l'humilité, en rappelant que chacun dépend des contributions collectives. Elle favorise la gratitude, car reconnaître la valeur reçue des autres encourage à rendre à son tour. Sur le plan psychologique, le partage réduit la peur du manque. L'individu qui donne régulièrement expérimente que ses ressources ne disparaissent pas, mais se transforment. Cette expérience renforce la confiance en l'abondance.
Elle diminue l'attachement excessif aux biens matériels et libère l'énergie mentale pour des projets plus ambitieux. La loi de compensation agit également à travers la réputation. Dans un environnement où la confiance est essentielle, la réputation d'intégrité et de générosité devient un atout stratégique. Les alliances se forment plus facilement autour de personnes perçues comme équitables et bienveillantes. Cette crédibilité facilite les collaborations et multiplie les occasions de croissance. Le partage favorise l'innovation collective. Lorsque les idées circulent librement, les solutions émergent plus rapidement. À l'inverse, la rétention excessive d'informations freine le progrès. La volonté de partager crée un climat d'ouverture où chacun se sent encouragé à contribuer. Cette dynamique stimule la créativité et renforce la cohésion. Il est important de maintenir un équilibre sain. Partager ne signifie pas se sacrifier au point de négliger ses propres besoins. La générosité durable repose sur une base stable. Une personne épuisée ou exploitée ne peut continuer à servir efficacement. La volonté de partager doit s'accompagner de discernement et de respect de soi. Cette lucidité garantit la pérennité de la contribution. Le service rendu transforme également la perception de la concurrence. Plutôt que de chercher à surpasser les autres, l'individu se concentre sur l'amélioration de la valeur qu'il apporte. Cette orientation réduit les conflits inutiles et favorise un esprit de collaboration. La réussite devient un effet secondaire de l'utilité offerte. Dans la vie personnelle, la volonté de partager renforce les liens affectifs. Le soutien mutuel crée un climat de confiance et de solidarité. Les relations fondées sur l'échange sincère deviennent plus solides face aux difficultés. Le partage émotionnel, notamment l'écoute et la compréhension, nourrit l'intimité et la stabilité. La loi de compensation agit souvent de manière indirecte. Un service rendu aujourd'hui peut générer une opportunité des années plus tard. Cette temporalité exige patience et foi. L'individu ne peut contrôler précisément la forme du retour, mais il peut avoir confiance dans le principe général d'équilibre. Cette confiance réduit l'impatience et encourage la constance. La volonté de partager transforme également l'identité personnelle. Elle développe le sentiment d'appartenance à une communauté plus large. Elle élargit la perspective au-delà de l'intérêt individuel. Cette expansion intérieure renforce la maturité et la responsabilité. En définitive, la volonté de partager constitue une richesse stratégique et humaine. Donner avant de recevoir crée une dynamique d'abondance. La loi de compensation assure que toute contribution sincère finit par produire un retour proportionnel. Le service rendu devient le fondement d'une prospérité durable, fondée sur la confiance et la coopération. Cette richesse intérieure transforme la réussite en un processus d'échange équilibré, où chacun grandit en contribuant à la croissance des autres. Chapitre 8. Le travail d'amour. Le travail d'amour constitue une dimension essentielle de la véritable richesse telle que présentée par Napoléon Hill. Cette richesse ne se mesure pas uniquement par les gains matériels ou la reconnaissance sociale, mais par la profondeur et l'authenticité avec lesquelles un individu engage sa vie professionnelle et personnelle. Le travail qui émane d'une passion sincère et qui s'aligne avec une vocation intérieure dépasse la simple obligation quotidienne. Il devient une expression de l'être, une manifestation concrète de son potentiel latent. Hill insiste sur le fait que lorsque l'on travaille avec amour, chaque tâche, chaque effort, chaque moment devient une opportunité de croissance et d'accomplissement. La passion est le moteur premier du travail d'amour. Elle crée une énergie qui transcende la fatigue, le découragement et les obstacles. L'individu passionné ne se contente pas de suivre une routine. Il s'investit pleinement, avec enthousiasme et créativité dans ses activités. Cette énergie intrinsèque se transmet aux autres, influence positivement l'environnement et génère un cercle de motivation collective. La passion donne un sens au travail, transforme l'effort en plaisir et nourrit la persévérance.
même face aux échecs ou aux défis prolongés. Elle établit un lien profond entre l'action et l'identité, renforçant l'intégrité personnelle. Aligner son travail avec sa mission de vie est l'étape suivante pour véritablement expérimenter le travail d'amour. Cette mission ne se limite pas à un objectif professionnel ou financier. Elle englobe le rôle que l'individu choisit de jouer dans le monde, la contribution unique qu'il peut offrir à sa communauté, à son environnement ou à l'humanité en général. Hill souligne que ceux qui parviennent à identifier et à suivre cette mission trouvent un épanouissement durable. Chaque projet, chaque interaction et chaque décision s'intègrent dans une vision plus large, offrant une cohérence et une direction qui dépassent les impératifs immédiats. L'alignement avec la mission personnelle transforme le travail en un moyen de développement intérieur et d'influence positive. La satisfaction intérieure constitue un résultat naturel du travail d'amour. Elle ne dépend pas de la reconnaissance externe, des profits financiers ou de l'approbation sociale. La véritable satisfaction naît du sentiment d'avoir contribué, d'avoir exercé ses talents de manière authentique et d'avoir respecté ses valeurs profondes. Il met en avant que cette satisfaction agit comme une forme de richesse intangible, durable et renouvelable, qui soutient la motivation et renforce la résilience face aux obstacles. Elle nourrit l'optimisme et la confiance en soi, tout en favorisant un équilibre émotionnel et psychologique. Le travail d'amour transforme également la perception du temps et de l'effort. Lorsqu'une tâche est guidée par la passion et la vocation, le temps semble s'écouler différemment. Les contraintes deviennent moins pesantes, les défis se transforment en opportunités d'apprentissage, et les moments de réussite, même modestes, prennent une valeur amplifiée. Hill insiste sur le fait que cet état d'engagement profond génère une productivité naturelle et une créativité spontanée, car l'esprit n'est plus limité par la peur de l'échec ou par le besoin compulsif de résultats immédiats. Une autre dimension du travail d'amour réside dans l'impact sur les relations interpersonnelles. Un individu qui travaille avec passion et alignement inspire les autres par son exemple. Sa rigueur, sa constance et sa sincérité créent un environnement de confiance et de coopération. Les collègues, collaborateurs ou partenaires se sentent naturellement attirés et motivés, ce qui renforce la dynamique collective et amplifie les résultats globaux. Il souligne que cette influence positive est une forme de richesse invisible, qui se propage bien au-delà des gains immédiats ou des succès visibles. La persévérance est indissociable du travail d'amour. Hill démontre que la passion seule n'est pas suffisante si elle n'est pas soutenue par une discipline continue et une volonté de surmonter les épreuves. Les obstacles, qu'ils soient financiers, émotionnels ou sociaux, sont inévitables. Mais l'engagement sincère envers son travail, guidé par l'amour et la mission, fournit la force nécessaire pour les dépasser. Chaque difficulté devient un catalyseur pour renforcer les compétences, affiner la vision et approfondir la compréhension de soi. Enfin, le travail d'amour nourrit l'épanouissement personnel et l'harmonie intérieure. En alignant passion, mission et persévérance, l'individu crée un cercle vertueux où chaque action enrichit sa vie et celle des autres. Cette richesse est multidimensionnelle. Elle inclut la satisfaction émotionnelle, le développement intellectuel, la reconnaissance sociale et l'impact positif sur la communauté. Napoléon Hill insiste sur le fait que comprendre et vivre le travail d'amour est la clé pour transformer la réussite en véritable abondance où la richesse matérielle et spirituelle coexistent harmonieusement. En conclusion, le chapitre 8, le travail d'amour, met en lumière l'importance de s'investir dans ses activités avec passion, alignement et sincérité. Cette approche transcende la simple recherche de profit ou de statut et ouvre la voie à une vie riche de sens, de satisfaction et d'influence positive. Le travail devient alors une manifestation de la richesse intérieure, un outil de transformation personnelle et collective,
et une expression tangible de l'abondance véritable. Chapitre 9. L'autodiscipline. L'autodiscipline constitue l'un des piliers fondamentaux de la véritable richesse, et Napoléon Hill en fait un point central dans sa vision des 12 richesses. Contrairement à la croyance populaire qui associe le succès à la chance ou au talent inné, il démontre que l'autodiscipline est l'élément déterminant qui permet à un individu de transformer son potentiel en résultats concrets et durables. Elle ne se limite pas à un simple contrôle de soi ou à la capacité de résister aux tentations, elle est une force consciente qui guide l'action quotidienne, régule les habitudes et façonne le caractère. L'autodiscipline n'est pas imposée de l'extérieur, elle naît d'une volonté intérieure ferme, orientée vers des objectifs clairs et des valeurs profondes. Le contrôle des impulsions est la première dimension de l'autodiscipline. Chaque individu est confronté à des désirs immédiats, des distractions et des influences externes qui peuvent détourner son attention et diluer ses efforts. Il souligne que la capacité à retarder la gratification et à résister aux envies passagères est ce qui distingue les personnes réellement efficaces de celles qui stagnent malgré leur potentiel. Cette maîtrise ne signifie pas suppression des besoins, mais hiérarchisation intelligente des priorités et alignement des actions avec des objectifs à long terme. La discipline sur les impulsions assure une cohérence entre les décisions, les comportements et les résultats, créant un chemin clair vers la réalisation personnelle et la richesse multidimensionnelle. La maîtrise émotionnelle constitue la deuxième dimension essentielle de l'autodiscipline. Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent influencer profondément la qualité des décisions et la constance des efforts. Il explique que la capacité à observer ces réactions émotionnelles sans être dominé par elles permet de maintenir un état de calme, de clarté et de concentration, même dans des circonstances difficiles. La peur, l'envie, la colère ou la frustration sont autant d'obstacles potentiels à la réussite si elles ne sont pas reconnues et régulées. L'autodiscipline émotionnelle consiste à transformer ces émotions en énergie constructive, à canaliser l'intensité intérieure vers des actions productives et à rester aligné sur sa vision malgré les turbulences externes. Le focus et la persévérance représentent la troisième dimension clé de l'autodiscipline. Il insiste sur le fait que l'aptitude à rester concentré sur un objectif précis, à éviter la dispersion et à persister malgré les revers est ce qui transforme l'effort en succès tangible. La concentration dirigée permet de multiplier l'efficacité de chaque action et de maximiser les résultats, tandis que la persévérance assure que l'individu ne renonce pas face aux difficultés inévitables de toute entreprise ambitieuse. Il illustre que la combinaison du focus et de la persévérance, soutenue par un contrôle constant des impulsions et des émotions, crée une dynamique où la réussite devient prévisible et reproductible, indépendamment des circonstances externes. L'autodiscipline est également profondément liée à la responsabilité personnelle. Elle exige que l'individu reconnaisse pleinement sa capacité à influencer son destin et à assumer les conséquences de ses choix. Il souligne que l'autodiscipline libère des excuses et de la dépendance aux autres. Elle transforme chaque défi en opportunité d'apprentissage et chaque obstacle en catalyseur de croissance. Elle est la base sur laquelle toutes les autres richesses s'érigent, car sans contrôle de soi, la connaissance, la santé, la passion ou la foi peuvent être facilement dilapidées par des comportements impulsifs ou destructeurs. Par ailleurs, il met en lumière que l'autodiscipline n'est pas une contrainte, mais une forme de liberté. En maîtrisant ses habitudes, ses pensées et ses émotions, l'individu devient maître de son temps et de son énergie, capable de choisir consciemment ses actions plutôt que de réagir automatiquement aux circonstances. Cette liberté intérieure permet d'orienter chaque décision vers des objectifs supérieurs et de créer une cohérence durable
entre le court terme et le long terme, entre le plaisir immédiat et le bénéfice futur. L'autodiscipline exige une pratique constante. Hill insiste sur le fait qu'elle se développe progressivement à travers des exercices quotidiens de contrôle mental, émotionnel et comportemental. Chaque action répétée, chaque résistance consciente à la facilité ou à la distraction renforce la capacité de l'individu à rester aligné sur ses ambitions et à poursuivre sa croissance personnelle. Cette pratique transforme l'autodiscipline en habitude puissante, qui devient la fondation de la richesse sous toutes ses formes, qu'elles soient matérielles, relationnelles, émotionnelles ou spirituelles. Enfin, l'autodiscipline permet de créer un équilibre entre la rigueur et la flexibilité. Il souligne que la discipline ne doit pas être confondue avec la rigidité aveugle. Elle inclut la capacité à adapter les stratégies, à réévaluer les objectifs et à ajuster les comportements en fonction des circonstances, tout en conservant une direction claire et une cohérence intérieure. Cette maîtrise consciente de soi favorise une vie harmonieuse, un succès durable et un impact positif sur les autres, faisant de l'autodiscipline non seulement un outil personnel, mais un vecteur d'influence et de leadership éclairé. L'autodiscipline révèle que le contrôle des impulsions, la maîtrise émotionnelle, le focus et la persévérance sont les éléments centraux qui permettent de transformer la richesse potentielle en réalité concrète. Hill démontre que l'autodiscipline est la clé qui ouvre la porte à toutes les autres formes de richesse, offrant à l'individu la liberté, la cohérence et la puissance nécessaires pour construire une vie équilibrée, épanouissante et durable. Chapitre 10. La compréhension des autres. La compréhension des autres est une richesse fondamentale qui complète et amplifie toutes les autres dimensions abordées par Napoléon Hill dans son œuvre. Ce chapitre explore la capacité unique de percevoir, d'analyser et de ressentir les émotions, les besoins et les motivations des personnes qui nous entourent. Une aptitude qui transforme non seulement les relations personnelles, mais également la dynamique professionnelle, sociale et communautaire. Hill insiste sur le fait que la véritable richesse n'est pas isolée. Elle se construit dans l'interaction, la collaboration et la capacité à inspirer et guider les autres. La compréhension des autres, ou empathie stratégique, devient ainsi un levier puissant pour créer un environnement de confiance, de respect et d'épanouissement mutuel. L'empathie stratégique, telle que définie par Hill, ne se limite pas à la sympathie ou à la gentillesse superficielle. Il s'agit d'une capacité à entrer profondément dans le monde émotionnel et psychologique de l'autre personne, à identifier ses désirs, ses peurs et ses aspirations et à utiliser cette compréhension pour orienter ses actions et ses décisions. Cette approche transforme la communication en un outil de connexion authentique, permettant de prévenir les conflits, de résoudre les malentendus et de favoriser des alliances durables. Il souligne que l'empathie stratégique est particulièrement efficace lorsqu'elle est alignée avec des objectifs éthiques et une vision de long terme, car elle génère un impact positif à la fois pour l'individu et pour la collectivité. L'intelligence sociale est un autre aspect central de la compréhension des autres. Hill explique que la capacité à interpréter correctement les signaux sociaux, à reconnaître les dynamiques de groupe et à adapter son comportement en conséquence est indispensable pour naviguer avec succès dans la complexité des relations humaines. L'intelligence sociale ne consiste pas seulement à détecter les émotions des autres, mais également à comprendre comment les interactions influencent la perception, la motivation et l'action collective. Cette maîtrise permet de créer des réseaux solides, d'établir des collaborations productives et de renforcer le leadership relationnel.
Les individus capables d'allier empathie stratégique et intelligence sociale deviennent des catalyseurs d'harmonie et de performance, car ils favorisent un climat de respect mutuel et de coopération. Le leadership relationnel, enfin, est la manifestation concrète de la compréhension des autres. Il démontre que les leaders les plus efficaces ne sont pas ceux qui imposent leur volonté, mais ceux qui comprennent profondément leur équipe, anticipent ses besoins et encouragent son potentiel. Un leader relationnel utilise la connaissance des motivations, des valeurs et des compétences de chacun pour optimiser la performance collective tout en maintenant la satisfaction et l'épanouissement personnel. Cette approche génère une loyauté naturelle, une motivation durable et un engagement sincère, qui sont bien plus puissants que toute autorité formelle ou incitation matérielle. Il insiste sur le fait que la compréhension des autres n'est pas un acte ponctuel, mais un engagement constant qui nécessite observation, écoute active et adaptation continue. L'empathie stratégique favorise également la résolution des conflits et la prévention des tensions. Hill souligne que la plupart des désaccords et des malentendus naissent d'une méconnaissance des perspectives et des émotions des autres. En développant une sensibilité authentique et en reconnaissant les besoins de chacun, l'individu peut transformer des situations potentiellement conflictuelles en opportunités de croissance et de rapprochement. Cette capacité à anticiper les réactions et à gérer les émotions contribue à créer un environnement harmonieux où la collaboration et la créativité peuvent prospérer, renforçant ainsi toutes les dimensions de la richesse décrite dans les chapitres précédents. La compréhension des autres est également essentielle pour l'influence et la persuasion éthique. Il explique que la capacité à se mettre à la place des autres permet de présenter ses idées de manière plus claire et plus convaincante, d'aligner les objectifs communs et d'inspirer une action volontaire plutôt qu'imposée. Les leaders qui maîtrisent cette compétence créent une culture de confiance et de respect, où les individus se sentent valorisés, compris et encouragés à contribuer pleinement. Cette richesse relationnelle devient ainsi un multiplicateur de toutes les autres richesses, car elle favorise la coopération, le soutien mutuel et la réussite collective. Enfin, il insiste sur le fait que la compréhension des autres n'est pas innée pour tous. Elle se développe à travers la pratique consciente, l'observation attentive et l'expérience. Chaque interaction devient une opportunité d'affiner sa sensibilité, d'apprendre à décoder les émotions et de perfectionner son influence positive. Cette maîtrise progressive transforme l'individu en un véritable catalyseur de croissance et de prospérité, capable de générer un impact durable dans sa vie personnelle, professionnelle et sociale. La richesse de la compréhension des autres est donc un outil essentiel pour quiconque aspire à une vie équilibrée, épanouissante et profondément humaine, consolidant le message central de Napoleon Hill sur la richesse multidimensionnelle. La compréhension des autres montre que l'empathie stratégique, l'intelligence sociale et le leadership relationnel sont des compétences indispensables pour transformer la richesse individuelle en influence positive et durable. Hill démontre que la maîtrise de ces compétences permet non seulement de renforcer ses relations, mais aussi de créer un environnement de confiance, de loyauté et de prospérité collective, confirmant ainsi que la véritable richesse dépasse les limites de l'argent et se manifeste pleinement dans la qualité des relations humaines. Chapitre 11. La sécurité financière. La sécurité financière est une richesse fondamentale qui, selon Napoleon Hill, constitue la base sur laquelle toutes les autres formes de richesse peuvent s'épanouir pleinement. Ce chapitre explore en profondeur le rôle de l'argent, non pas comme une fin en soi, mais comme un outil puissant permettant de créer liberté, choix et stabilité. Hill insiste sur le fait que la véritable sécurité financière ne réside pas dans l'accumulation excessive ou la dépendance à des revenus volatiles, mais dans la compréhension consciente de l'argent, de sa gestion et de sa croissance progressive.
La sécurité financière est un pilier indispensable qui assure que les efforts, la créativité et les autres richesses accumulées ne sont pas compromis par des inquiétudes ou des contraintes économiques, permettant à l'individu de se concentrer sur l'épanouissement global de sa vie. L'argent, en tant qu'outil, doit être appréhendé avec une vision stratégique. Hill souligne que la plupart des individus considèrent l'argent uniquement comme une récompense ou une mesure de réussite. Mais il s'agit en réalité d'un moyen de réaliser des objectifs, de soutenir des projets significatifs et de favoriser la croissance personnelle et collective. La compréhension de cette dimension transforme la perception de l'argent, le détachant de l'avidité ou de la peur et le reliant à la responsabilité, à la planification et à la prospérité durable. Cette approche permet de dissiper les peurs liées à l'insécurité économique et d'établir une base solide pour prendre des décisions audacieuses, innovantes et alignées avec les valeurs profondes de l'individu. La construction progressive de la sécurité financière est un autre aspect clé développé par Hill. Il insiste sur le fait que la richesse ne se crée pas du jour au lendemain et que les habitudes, la discipline et la constance sont les véritables catalyseurs de la prospérité durable. Chaque action, chaque investissement, chaque choix de gestion financière contribue à la construction de ce socle solide. Il met en lumière l'importance de planifier à long terme, d'épargner régulièrement et de diversifier ses sources de revenus pour créer un filet de sécurité qui résiste aux aléas économiques et aux crises imprévues. La patience et la persévérance sont donc essentielles. La sécurité financière ne se limite pas à un chiffre sur un compte bancaire, mais à un état d'esprit et à un système de gestion qui permettent de maintenir la stabilité dans toutes les circonstances. L'indépendance économique est la manifestation concrète de la sécurité financière. Il explique que l'indépendance ne signifie pas simplement ne pas avoir de dette, mais plutôt disposer des moyens nécessaires pour faire des choix libres et alignés avec ses objectifs, sans être contraint par la peur ou la dépendance à autrui. Elle offre la possibilité d'investir dans son développement personnel, de soutenir ses proches, de contribuer à la société et de s'engager dans des projets qui résonnent avec ses valeurs. Cette liberté crée un cercle vertueux. Plus l'individu est financièrement indépendant, plus il peut cultiver les autres formes de richesse, et plus il est capable de générer un impact positif sur son environnement et sur la communauté. Hill insiste également sur l'importance de l'éducation financière. La sécurité financière durable n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une compréhension approfondie des principes économiques, des investissements, de la gestion des risques et de la planification stratégique. L'apprentissage constant et la capacité à anticiper les changements du marché sont essentiels pour protéger et faire croître ses ressources. La discipline financière et la maîtrise des impulsions sont également cruciales. Savoir différer les gratifications, éviter les dettes inutiles et investir dans des actifs productifs contribue à créer un filet de sécurité solide et durable. Enfin, la sécurité financière n'est pas seulement individuelle. Elle a un impact profond sur la famille, la communauté et l'entourage. Hill montre que lorsqu'un individu maîtrise ses finances, il devient un soutien fiable pour les autres, capable de partager ses ressources et d'inspirer confiance. Cette dimension sociale de la sécurité financière transforme la richesse personnelle en un vecteur de bien-être collectif, en alignant prospérité et responsabilité. La sécurité financière devient ainsi un outil de liberté, de choix et de contribution, confirmant que la richesse véritable est multidimensionnelle et intégrée à toutes les sphères de la vie. La sécurité financière met en lumière le rôle stratégique de l'argent comme outil, l'importance d'une construction progressive, la valeur de l'indépendance économique et la nécessité d'une éducation financière continue. Il démontre que la sécurité financière n'est pas seulement un objectif matériel, mais un moyen d'atteindre l'équilibre.
la liberté et la capacité de créer un impact durable dans sa vie et dans celle des autres, consolidant ainsi la vision globale de la richesse multidimensionnelle. Chapitre 12. La paix intérieure. Le concept de paix intérieure, tel que présenté par Napoleon Hill dans ce chapitre, constitue l'une des richesses les plus subtiles et pourtant les plus essentielles pour mener une vie équilibrée et épanouie. La paix intérieure ne se limite pas à un état passager de calme ou à une absence de conflits extérieurs, mais elle représente un équilibre profond et durable de l'esprit, un silence intérieur capable de soutenir la clarté, la prise de décision et l'harmonie dans toutes les dimensions de l'existence. Il insiste sur le fait que la véritable richesse multidimensionnelle ne peut être pleinement réalisée sans cette fondation mentale et émotionnelle. L'équilibre mental est le premier pilier de la paix intérieure. Il démontre que la capacité à gérer ses pensées, à observer sans s'identifier aux fluctuations émotionnelles et à maintenir une vision cohérente de ses objectifs est essentielle pour naviguer dans la vie avec sérénité. L'esprit humain est constamment sollicité par des préoccupations externes, des pressions sociales, des ambitions personnelles et des conflits internes. Sans maîtrise et discipline mentale, ces facteurs peuvent engendrer stress, agitation et décisions impulsives. La paix intérieure, telle que Hill l'a définie, repose sur la capacité à créer un espace entre les stimulations externes et les réactions internes, permettant à l'individu de conserver son centre et de rester aligné avec ses valeurs et ses objectifs. Le silence intérieur constitue le deuxième aspect fondamental de cette richesse. Napoleon Hill explique que le véritable succès n'est pas seulement la conséquence de la réussite matérielle ou sociale, mais réside dans la capacité à expérimenter un calme profond au sein de soi-même, indépendamment des circonstances externes. Ce silence intérieur n'est pas une absence d'activité, mais un état de présence consciente qui permet à l'individu de réfléchir, d'évaluer et de répondre aux situations avec sagesse et discernement. Hill illustre comment ce silence devient une source de créativité, de résolution de problèmes et de force mentale capable de transformer les défis en opportunités et de neutraliser les perturbations émotionnelles. Le succès sans agitation est la manifestation concrète de la paix intérieure. Hill insiste sur le fait que les personnes véritablement riches et accomplies ne sont pas celles qui courent constamment après des résultats, mais celles qui savent intégrer le calme et la réflexion dans leurs actions. La paix intérieure permet de travailler avec constance, de prendre des décisions éclairées et de maintenir des relations harmonieuses, même dans des environnements exigeants ou conflictuels. Elle offre la capacité de persévérer sans s'épuiser, de diriger sans imposer et de créer de la valeur sans être prisonnier de l'anxiété ou de la peur. Hill explore également la relation entre la paix intérieure et les autres formes de richesse. Une personne qui possède la richesse matérielle sans paix intérieure risque de vivre une existence stressante, insatisfaite et fragile face aux événements imprévus. À l'inverse, celui qui cultive un équilibre mental et un silence intérieur peut transformer même des ressources limitées en opportunités de croissance et de prospérité. La paix intérieure devient alors un amplificateur pour toutes les autres richesses, la santé, les relations, l'indépendance économique et la réussite personnelle trouvent un support solide dans cet état de sérénité durable. Enfin, Napoleon Hill met en évidence des pratiques et des attitudes permettant de développer et de préserver la paix intérieure. L'auto-observation, la méditation, la réflexion consciente sur ses objectifs et valeurs et la discipline mentale sont présentées comme des méthodes efficaces pour réduire le stress, clarifier l'esprit et renforcer la stabilité émotionnelle. Il insiste également sur l'importance de se libérer des rancunes, de la jalousie et des conflits inutiles.
considérant que ces émotions perturbatrices sont les principaux obstacles à la paix intérieure. La paix intérieure révèle que cette richesse est bien plus qu'un état émotionnel temporaire. Elle est la fondation invisible sur laquelle toutes les autres formes de prospérité peuvent s'épanouir. Elle permet de transformer la richesse matérielle en liberté véritable, d'exercer un leadership éclairé, de développer des relations harmonieuses et d'atteindre un succès durable. Il démontre que la paix intérieure n'est pas un luxe mais une nécessité, un état actif qui guide les choix, renforce la résilience et favorise l'épanouissement complet de l'individu dans toutes les dimensions de sa vie. Chapitre 13. Le fil conducteur caché. Ce chapitre constitue une étape essentielle dans la compréhension profonde de la richesse intégrale selon Napoléon Hill. Il dépasse l'idée simpliste de l'accumulation matérielle et invite le lecteur à saisir le principe fondamental qui relie toutes les richesses. La loi de l'équilibre. Hill souligne que chaque richesse individuelle, qu'il s'agisse de la santé, de l'argent, de la paix intérieure ou des relations humaines, est précieuse, mais devient incomplète si elle n'est pas harmonisée avec les autres. Une abondance financière ne compense jamais une détresse émotionnelle ou un isolement social. De même, une santé parfaite perd de sa valeur si elle n'est pas accompagnée de satisfaction mentale et de relations harmonieuses. L'auteur insiste sur le fait que la richesse intégrale est avant tout un équilibre dynamique, où chaque composante nourrit et renforce les autres. Hill illustre ce principe à travers de multiples exemples historiques et contemporains, montrant comment des individus ayant accumulé une ou plusieurs richesses importantes, mais négligé d'autres aspects de leur vie, ont fini par éprouver frustration, solitude ou inefficacité. Les entrepreneurs à succès qui négligent leur santé ou leurs relations familiales, les personnes dotées d'une intelligence sociale remarquable mais dépourvues de discipline financière, ou encore ceux qui poursuivent l'accomplissement spirituel sans stabilité matérielle, sont des illustrations concrètes de cette désynchronisation. Chaque exemple démontre que l'excès d'attention à une seule richesse engendre une forme de déséquilibre qui mine le bien-être global. Selon Hill, comprendre et respecter la loi de l'équilibre est un élément stratégique, presque invisible, qui distingue les individus véritablement prospères et épanouis des autres. Le chapitre explore ensuite les dangers du déséquilibre dans le contexte moderne. Hill met en avant les défis uniques posés par le monde numérique, la pression sociale constante et la culture omniprésente de la comparaison. Les réseaux sociaux, par exemple, créent une illusion de richesse et de succès que beaucoup tentent de reproduire sans considération pour leur équilibre personnel. La comparaison constante avec les autres peut générer de l'envie, du stress et un sentiment d'insuffisance, même lorsque l'individu possède déjà plusieurs formes de richesse. Hill rappelle que l'intégration consciente des 12 richesses permet de résister à ces pressions externes et de rester centré sur un chemin de croissance harmonieuse. L'auteur souligne également l'importance de la conscience dans l'intégration de ces richesses. Il ne suffit pas d'acquérir les éléments matériels ou de pratiquer certaines habitudes. Il est nécessaire d'adopter une vision globale et réfléchie, où chaque action est évaluée à travers le prisme de l'équilibre. Cela implique de reconnaître les domaines de sa vie qui sont négligés, de rééquilibrer ses priorités et de cultiver une conscience permanente des interconnexions entre les richesses. Hill propose des stratégies pratiques pour identifier les déséquilibres et rétablir l'harmonie, notamment la planification intentionnelle, la revue régulière de ses objectifs et la création de systèmes de soutien personnel et professionnel. Un autre point central abordé dans ce chapitre est la dimension temporelle de la richesse. Il explique que l'équilibre ne se manifeste pas instantanément. Il nécessite patience, constance et vision à long terme. La construction d'une richesse intégrale implique de considérer non seulement le présent mais aussi l'avenir,
en anticipant les besoins futurs et en veillant à ce que chaque richesse continue à nourrir les autres au fil du temps. Cette perspective temporelle est essentielle pour éviter la gratification immédiate au détriment de la stabilité et de l'épanouissement durable. Hill illustre également comment la culture contemporaine peut créer des déséquilibres subtils, notamment à travers la valorisation excessive de l'argent ou du statut social. Il avertit que la réussite matérielle peut devenir un piège si elle est poursuivie sans conscience, en détournant l'énergie des relations humaines, de la santé ou de la paix intérieure. À l'inverse, le développement d'une intelligence émotionnelle, la pratique de la gratitude et la recherche de sens dans ses actions sont des leviers puissants pour maintenir l'équilibre. Ces éléments, bien qu'intangibles, sont considérés par Hill comme des richesses invisibles mais essentielles, qui structurent et renforcent la richesse intégrale. Le chapitre aborde également la notion de résilience dans le contexte de la richesse équilibrée. Il souligne que la vie moderne est remplie d'incertitudes, de crises économiques, de tensions sociales et de défis personnels. Une personne qui a développé une richesse intégrale, équilibrée et consciente est mieux préparée à faire face à ces situations sans se laisser déstabiliser. Chaque richesse soutient les autres et cet enchevêtrement crée un filet de sécurité psychologique et émotionnelle qui protège l'individu contre les épreuves. La résilience devient ainsi un sous-produit naturel de l'intégration consciente des 12 richesses, renforçant la stabilité et la confiance en soi. Enfin, Hill conclut le chapitre en invitant le lecteur à passer à l'action. Il encourage l'auto-évaluation honnête de ses richesses actuelles, la prise de conscience des déséquilibres et la mise en œuvre de pratiques concrètes pour restaurer l'harmonie. La richesse intégrale ne se limite pas à la théorie. Elle est vécue quotidiennement, dans les décisions, les relations et les routines personnelles. Il insiste sur le fait que chaque individu a le pouvoir de créer cette intégration, à condition de développer une vision claire, de cultiver la discipline et de nourrir la conscience de l'équilibre. La véritable richesse, selon lui, réside dans cette maîtrise consciente de soi et de ses ressources, et dans la capacité à vivre une vie où chaque richesse s'harmonise avec les autres, produisant un bien-être durable et profond. Ainsi, ce chapitre relie toutes les dimensions de la richesse en un fil conducteur invisible mais puissant, démontrant que la prospérité véritable n'est jamais fragmentaire mais toujours holistique. Il établit le pont entre la théorie des 12 richesses et leur application concrète dans la vie contemporaine, offrant au lecteur des clés pour transformer le savoir en action et les acquis en un équilibre durable, capable de résister aux pressions modernes et de produire une richesse véritablement complète et durable. La conclusion de La Clé. Maîtresse de la richesse nous ramène à l'essence même de l'enseignement de Napoléon Hill. La richesse véritable ne se mesure pas seulement en termes matériels, mais dans la capacité de l'individu à créer un équilibre harmonieux dans toutes les dimensions de sa vie. Hill insiste sur l'importance de la responsabilité personnelle. Chaque pensée, chaque action, chaque décision influe directement sur le cours de notre existence. La richesse n'est pas un hasard ni une faveur du destin. Elle est le fruit d'une intention claire, d'une discipline mentale et d'une vision dirigée vers des objectifs précis. L'un des points centraux est la puissance de la pensée dirigée. Hill rappelle que notre esprit est l'outil le plus précieux que nous possédons. La manière dont nous l'utilisons façonne nos expériences, nos relations, notre santé et notre prospérité. Une pensée concentrée, guidée par des intentions positives et cohérentes, devient un levier capable de transformer les défis en opportunités, l'échec en apprentissage et les ressources limitées en abondance. Il ne s'agit pas simplement de rêver ou d'espérer, la pensée doit être accompagnée d'action et d'un engagement constant envers sa propre croissance et celle des autres. Il met également en lumière la nécessité de construire consciemment sa vie. La richesse intégrale se manifeste lorsque nous coordonnons nos efforts dans toutes les dimensions, santé,
relations, paix intérieure, développement personnel et matériel en une stratégie cohérente. Chaque domaine soutient les autres, créant un système dynamique où l'énergie circule librement et nourrit l'ensemble. L'individu qui comprend ce principe cesse de courir après des gains superficiels ou éphémères et se concentre sur une prospérité durable, holistique et épanouissante. La vraie clé maîtresse, selon Hill, réside donc dans l'intégration de la responsabilité personnelle, de la pensée dirigée et de l'action consciente. Il nous invite à devenir les architectes de notre propre destinée, à identifier les déséquilibres dans notre vie et à réorienter nos efforts vers la construction d'un avenir qui reflète nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. La richesse n'est pas un privilège réservé à quelques élus. Elle est accessible à quiconque choisit de se maîtriser, de planifier et d'agir avec clarté et détermination. Et enfin, la conclusion souligne que la véritable prospérité est un processus continu. Il ne s'agit pas d'atteindre un point fixe, mais d'évoluer constamment, en apprenant, en ajustant et en renforçant l'harmonie entre les différentes richesses. Cette vision transforme la quête de la richesse en un chemin de croissance personnelle, de contribution aux autres et de réalisation de soi. En appliquant ces principes, chaque individu peut non seulement s'épanouir, mais aussi inspirer et élever ceux qui l'entourent, faisant de la richesse une force créatrice et bienfaisante dans le monde. Ainsi, la conclusion de ce livre offre un message fort et intemporel. La richesse véritable est accessible, intégrale et profondément transformante, mais elle demande engagement, conscience et maîtrise de soi. Elle n'est pas un acquis extérieur, mais le reflet direct de notre intelligence, de notre courage et de notre discipline intérieure.